suis accompagné d'un jeune cinéaste qui s'appelle Julien Elie et qui m'arrive avec un incroyable beau film. Je vous le dis tout de suite, j'ai un préjugé totalement favorable. C'est un titre anglais, OK, Shifting Baseline, qui voudrait dire quelque chose comme shifting, c'est qui coulisse, base, ligne de base. Je peux t'aider si tu veux. Vas-y donc. C'est comme ça fait référence au. Ben, la raison pour laquelle on ne l'a pas traduit, c'est que c'est difficile à traduire, mais ce serait comme changement de seuil de référence. Donc, on en parlera pendant l'entrevue, j'imagine, mais ça serait ça la traduction. Changement de référence, de seuil de référence. Non, après, il arrive un titre français. Vous verrez le film, vous verrez. Donc, je vais essayer de pas résumer, mais quand même, aller un peu au cœur du film. Je vous dis, il y a un personnage bien connu maintenant, qui s'appelle Elon Musk, hein, l'homme le plus riche, semble-t-il, de la planète, et qui s'est fait connaître aux États-Unis avec Donald Trump, et avec une chainsaw, parce qu'il a fait un job de couper d'un fonctionnaire du gouvernement américain. Et il est au cœur du film. Et là, une question d'âge. Quand tu as filmé ça, il n'était peut-être pas connu autant qu'aujourd'hui, à cause de... Quand tu as filmé ça, c'était avant qu'il intervienne dans le gouvernement de... Bien sûr. Oui, il ne jouait pas du tout ce rôle-là. Puis, moi, c'est pas quelqu'un qui, évidemment, je me suis jamais trop soucié de lui. Donc, en fait, j'étais même pas au courant de tout ce qu'il faisait avec les satellites quand j'ai commencé à faire le film. Non. OK. Ouais. Parce que lui, évidemment, comme le nom SpaceX, c'est connu, ça, c'est très connu. C'est évidemment l'idée là, de rêver, évidemment, de faire des voyages, en particulier même jusqu'à la planète Mars. Ça, c'est un de ses dadas à ce monsieur Musk. Donc, il y a dans le film plein de plans de fusées, hein, filmés de loin. J'avais l'impression de voir un documentaire de science-fiction à un moment donné. Hein. Il y a un côté... c'est un peu... côté SF, un peu, à certains moments. Ben, je pense que dans tous mes films, j'essaie de m'inspirer un peu du cinéma de genre. Soleil Noir, j'ai dit souvent, mais l'inspiration, c'était le cinéma d'horreur. En fait, dans les meilleurs films d'horreur, l'idée, c'est de jamais montrer le monstre, mais de le faire sentir dans le hors-champ. C'était un peu l'idée. Donc, ce film qui traitait des féminicides et différentes vagues de violence qui touchent le Mexique. L'idée était de ne pas montrer la violence, mais d'en parler, de la faire sentir constamment aux spectateurs pour qu'ils sentent un peu ce que ressentaient les personnages à l'époque. La Garde blanche, mon suivant au Mexique, là, évidemment, je pense que c'était assez clair qu'il y avait l'inspiration des vieux westerns que j'ai regardés quand j'étais jeune. Et c'est un genre de cinéma que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup inspiré, dans lesquels on apprend beaucoup à... Je pense que c'est Lucretia Martel qui disait, si vous ne faites pas d'école de cinéma, ce qui est mon cas, voyez beaucoup de films d'horreur parce que vous allez... Ouais. Vous voyez beaucoup de films. Beaucoup de films, mais combien de cinéastes québécois disent mon école, ça a été la Cinémathèque québécoise. Oui, mais dans les films d'horreur, il y a quelque chose de particulier. Puis après ça, on peut élargir aux films de genre, mais dans le cinéma d'horreur, il y a tous les codes, tous les outils les plus puissants du cinéma sont là. Et donc, de savoir jongler avec ça, c'est un apprentissage qui est très riche. Et donc là, dans celui-ci, ben oui, c'est un peu l'influence de la science-fiction avec Shifting Baselines. Puis c'est pas, je me réveille pas un matin en me disant je vais faire un documentaire qui ressemble à un film de science-fiction, quoique ça aurait pu être un rêve intéressant, mais ça s'est matérialisé tout simplement parce que je suis arrivé devant ces fusées-là. Je me suis dit, OK, il y a un film à faire et la particularité de ce film-là, c'est que c'est comme vraiment un cadeau du ciel, là, c'est le cas de le dire. Tout était déjà en place. C'est comme c'est le rêve d'un cinéaste. Le décor est là, puis les personnages sont là, puis on se met à filmer. Les personnages sont là, le décor est là. Écoute, c'était... il y a des images dans ce film-là inoubliables. Il y a une maison... En tout cas, c'est incroyable. C'est vraiment... Oui, le petit Jésus était bon pour toi. Tu as trouvé un contexte, un décor... et des personnages. Les Américains sont assez libres dans leurs propos, généralement. Tu es tombé sur des gens qui sont
totalement fascinés par l'idée du voyage dans l'espace, de peut-être un jour, pas tous, heureusement, mais disons qu'il y avait une certaine, je m'en cacherai pas, qu'il y avait aussi une facilité à approcher les gens parce que ils sont tous les gens qui vont là sont comme gagnés par une forme d'excitation devant la conquête spatiale puis devant ces fusées-là. Puis même si on est complètement en désaccord avec le projet d'Elon Musk, ce qui est évidemment mon cas, ça reste que ça marque et ça vous fait un drôle d'effet là, de vous retrouver devant une fusée parce que si les gens viennent voir le film, ils le verront, mais la particularité du lieu, c'est qu'on a, en tout cas du film, c'est qu'on a pu accéder on a pu s'approcher des fusées, c'est pratiquement comme si on pouvait les toucher. Oui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que... ils disent, à un moment donné, un jour, il va y avoir des clôtures. Il y a un personnage qui dit, on est chanceux, là, on peut s'approcher. Un jour, il y aura peut-être des clôtures. C'est bien pire que ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose que j'ai senti, puis aussi, dès le départ, on m'a dit, les choses évoluent très vite ici, puis si tu veux faire ton film, tu as intérêt à te dépêcher. Ça serait complètement impossible de faire le film aujourd'hui, parce que le petit village en question de Boca Chica, qui est un village perdu, magnifique, au bord de la mer, en plein milieu d'une réserve animale extrêmement importante pour les migrations d'oiseaux et de différents animaux, puis également pour les poissons qui sont en mer à côté, les tortues, évidemment. Il y a énormément de tortues. C'était un lieu complètement idyllique et auquel les gens avaient accès, parce qu'il y avait des plages magnifiques, donc les gens pouvaient aller passer un week-end là, aller pêcher. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont complètement privatisé le lieu. Ils ont réussi peu à peu à transformer ce lieu-là en comment on appelle ça, une corporate city. C'est donc vraiment une ville-compagnie, là. Et donc, les rues sont plus des rues publiques. Donc, si vous êtes dans la rue, vous mettez votre trépied de caméra, vous prenez une photo d'une fusée, tout de suite, ils peuvent vous expulser. En fait, vous n'avez même pas accès au lieu. Les rues sont des rues privées. Donc, vous n'êtes pas toléré. C'est comme dans l'ancien temps au Québec, on faisait des villes minières. Tu sais, les mines... créer une mine, mais créer une ville, puis c'était tout c'est exactement le même concept. C'est vraiment le corporate town. Parmi les choses qui m'ont aussi beaucoup fasciné, tu viens de parler des animaux, en particulier les oiseaux, ça revient souvent, mais le parallèle est évident. J'ai dit, c'est comme, oui, les oiseaux, hein, qui vont voler, la fusée, mais le contraste, c'est le parallèle et le contraste. C'est ça qui est... la fragilité de l'un, la prétendue force de l'autre, c'est merveilleux. Tu as décidé de focusser sur en particulier les oiseaux parce que ça faisait un... Non, mais parce qu'il y en a beaucoup, parce que comme je l'ai dit, c'était un lieu, parce que malheureusement c'est en perdition maintenant, mais c'était un lieu unique et très important pour les migrations d'oiseaux, donc entre autres qui viennent du Mexique jusqu'au Canada, jusqu'en Saskatchewan, jusqu'au Québec, en Colombie-Britannique. Et oui, c'est vraiment un lieu de reproduction et ça fait partie sur les étapes des migrations. Et donc, ils sont là, les oiseaux, ils sont partout. Mais de moins en moins, parce que là, maintenant, il y a des fusées, puis ça fait des dommages énormes. C'est mentionné, là, il y a les deux marcheurs là, qui regardent comment tout est brûlé. Ils ont de la misère à trouver un nid avec quelques œufs. Bon, c'est comme... Je pense déjà il y a un témoignage dans ton film d'une perte. Oui, la scène dont tu parles, c'est on a réussi à avoir accès au site autour de la fusée après un décollage qui a eu durant lequel il y a eu des dommages vraiment importants sur le lieu et ça a brûlé pendant 3 jours, tous les environs. Là, on parle sur plusieurs kilomètres. Sur plusieurs kilomètres, il y a eu des projectiles de la taille d'une voiture, des roches, en fait, ça a été complètement détruit. Donc, on peut imaginer la faune, les coyotes, les tortues, les oiseaux. Il y a plusieurs autres aspects. Moi, aussi, c'est un documentaire, donc tu fais appel à très souvent des scientifiques qui sont tous intéressants. Tu sais pas, tu les as bien choisis. Ils sont tous... la dame, l'autre monsieur qui fait la recension des Spoutnik, des satellites depuis le début, depuis Spoutnik 1 russe, c'est des fous, mais des merveilleux fous. Et c'était au hasard de ta recherche que tu as mis la main sur ces individus-là?
Non, en fait, c'est que en m'intéressant, en commençant à filmer le lieu, je me suis aussi aperçu de tous les enjeux que les spectateurs découvriront. Les conséquences de cette course spatiale avec la multiplication des satellites et les risques pour l'orbite terrestre puis pour nous-mêmes. Et donc, j'ai commencé à contacter des astrophysiciens à travers le monde. Beaucoup. J'ai eu la chance d'être en contact avec parmi les plus importants astrophysiciens. Même le lac Mégantic est nommé à la fin. Oui, parce qu'il y a Nathalie Ouellet, qui est une très grande scientifique qui est à la tête de l'Observatoire du Mont Mégantic et qui est au Centre de recherche de l'Université de Montréal, qui est peut-être la première personne parmi les scientifiques qui m'a un peu ouvert la porte, qui a accepté de me rencontrer, puis qui m'a mis en contact avec plein d'autres astrophysiciens. Et donc, comme ça, on a commencé à en rencontrer plusieurs, certains juste par téléphone pour établir un peu déjà développer un peu nos pistes de recherche. Et puis, on s'est rendu compte que certains étaient vraiment ils avaient un côté un peu... au minimum un peu décalé. J'allais dire cinématographique, en tout cas. Oui, entre autres, il y a Samantha Lawyer, qui est une autre très grande astrophysicienne, qui, elle, vit en Saskatchewan. Et la première fois qu'on s'est parlé, on se faisait un Zoom. J'étais chez moi, elle était dans son bureau. Puis, à un moment donné, j'entends des drôles de bruit au fond. Et je la vois un peu énervée, inquiète. Et elle me dit, excuse-moi, il faut que je te quitte 10 minutes parce qu'il faut que j'aille nourrir les chèvres. Et là, je me suis dit, OK, attends, donc c'est une astrophysicienne et elle a une ferme, elle est fermière. Donc, c'est merveilleux, c'est un personnage de film. Donc, c'est ça, on a trouvé ces gens-là et je me suis rendu compte que les astrophysiciens sont des gens, c'est des rêveurs, ils comprennent très bien le cinéma d'ailleurs. C'est des gens qui, parfois, composent la musique, qui lisent, qui sont des gens vraiment lettrés et cultivés. C'est vraiment intéressant, c'est des personnages fascinants. En tout cas, tu as des personnages fascinants. Moi, le spectateur, je peux t'assurer, j'ai été fasciné, intrigué, intéressé par chacun de ces personnages-là. Puis on revient aussi un peu à ce qui était un peu au cœur du film, c'est-à-dire que d'un côté, on a moi, SpaceX, le rêve, Mars, le futur de l'humain. De l'autre côté, la dégradation, décrépitude de ce qui nous reste, de ce que nous, on aura des survivants. La planète, c'est comme il y a l'écart est énorme entre le rêve et la réalité. Hein? Oui. C'est un peu ce dont le film parle. Le film parle, bien sûr. À travers la conquête spatiale d'Elon Musk, ouais. Il y a une autre chose aussi qui... moi, j'ai trouvé que ton film, à un certain moment donné, je l'ai vu presque comme un film expérimental. Parce qu'à un moment donné, j'étais très sensible à la bande sonore. C'est incroyable comment tu construis littéralement des alternances. Tu as des beaux moments comme presque de silence. Puis là, tout à coup, de bruit fort. C'est comme il y a comme une partition. Il y a une partition sonore. Tu as composé, là. Pas si t'es musicien dans l'âme, mais avec non, Calvaire, mais je suis bien entouré aussi à la musique à Mimi Allard, qui a travaillé sur tous mes films, mon vieil ami Sylvain Bellemare, donc, qui a fait la conception sonore, et Bernard Straub au mix. Donc les deux, puis Daniel Capeille à la prise de son. Mais donc le travail de tous ces gens-là, ça sent et c'est beaucoup de travail. Mais effectivement, c'est des questions que je me pose quand je suis tout seul dès l'écriture, dès que j'ai pris les premières photos d'un lieu. Dans tous mes films, hein, je rentre chez moi puis je pense déjà au son. Donc, souvent, des scènes au tournage sont prévues en fonction du son même. Donc, j'ai déjà, dès le départ, et pour la musique, pareil, avec Mimi Allard, c'était le cas avec La Garde Blanche, c'était le cas avec Soleil Noir. Dès que j'ai l'idée d'un film, c'est une bonne amie, donc on va prendre un café, on discute, je lui lance des idées, des brouillons, tout ça, et elle, à partir de là, elle commence déjà, avant même que j'ai écrit vraiment un texte de quelque chose qui se tient, avant même d'avoir commencé à tourner, elle fait des recherches et elle fait des maquettes musicales, si on veut, qui nous poussent vers le tournage après. En tout cas, moi, j'ai été très sensible. Je ne sais pas si je suis un gars d'oreille, mais évidemment, visuellement aussi, il y a des... je me suis demandé, François Messier, étais-tu totalement libre ou tu recommandais, là, non, va prendre ça, cadre-le comme ça, ou
Ils sont deux. Il y a aussi Glauco Bermudez. Oui, c'est vrai, il y a deux noms. Deux noms. On a commencé avec François, puis Glauco Bermudez, qui a entre autres travaillé sur les films de Chloé Le Riche, puis il fait beaucoup de choses. C'est un très bon directeur photo également. C'était la première fois qu'on travaille ensemble. Mais ça arrive souvent en documentaire, surtout sur mes films qui sont des tournages un peu compliqués. Donc, les directeurs photos n'ont pas les disponibilités pour être disponibles pendant un an. Ben non. Et là, il fallait une certaine flexibilité. Donc, c'est sûr que... Et non, c'est que comment on travaille, c'est que je leur montre beaucoup de photos. Je fais beaucoup de repérage tout seul dans un premier temps. Ils regardent ça, puis on en discute. Puis à partir de là, je pense que ça les inspire. Puis ils partent dans leur direction. Mais c'est pour les deux raisons que tu viens de mentionner. C'est pour ça que j'insiste vraiment pour que plus que jamais que les spectateurs, spectatrices viennent voir le film en salle et non pas sur un écran d'ordinateur. C'est vraiment un film immersif à voir sur grand écran, que ce soit pour le son ou la qualité des images, je pense, de François et de Glauco. Oui, le mot immersif est certain parce que, comme je te dis, il y a à la fois... dans les cadrages qui nous montrent 3 immenses fusées, puis un autre qui tout à coup, un petit nid avec 3 œufs, c'est comme, on va du petit au plus grand et ça... Ou de la vie à la mort, ou de la mort à la vie. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bon, OK, 3 minutes. Oui. Toi, t'es heureux, satisfait à peu près de ce que ça donne, là? C'est comme à peu près ton projet IA, là? Mon projet quoi? De film? Oui, si je suis satisfait. Ben oui! Oui, toujours satisfait. Toujours non, mais après, je vais laisser aux gens qui vont aller le voir le soin de faire son opinion, mais pour l'instant, la réception est plutôt bonne. On a la chance de... chaque jour, presque ces temps-ci, le film est sélectionné dans des festivals étrangers, puis le film voyage beaucoup, donc ça, c'est vraiment super. Là, on vient d'annoncer Mexico, et avant-hier New York, puis on était en Afrique du Sud, on a commencé à Vision du réel en Suisse, Toronto, j'arrive de Vancouver, on est en Allemagne, on sera en France la semaine prochaine. Donc, et tu es devant moi relativement en forme, jeune homme? Il n'y a pas de décalage horaire dans ta vie? Non, là, il n'y en a plus, j'ai transcendé le décalage horaire. Ah. Il est déjà dans la fusée pour Mars, lui. Qu'est-ce que je fasse? Non, ça ne compte pas sur moi. C'est hors de question. Mais il y a un mot, amnésie aussi collective dans le film. Le shifting baseline, c'est ça, en fait. En anglais, on parle de collective amnésie. C'est le phénomène de l'amnésie collective, d'oublier ce qui était là avant. Et donc, l'idée du film, c'est de parler de la disparition, du changement du ciel, qui n'est plus le ciel qu'on a connu, toi et moi. On a souvent des images du ciel par le nombre de satellites, le ciel aussi, quand on se fait expliquer, c'est ça. Même hier, je au poste de la France, il y avait un même sujet, là, la quantité de morceaux dans l'espace qui continue, selon le format, là, des plus petits, des plus gros, c'est comme notre ciel est encombré. Et surtout qu'il nous retombe sur la tête, comme vous le verrez dans le film. On en voit des traces dans ton film. À un moment donné, il y a un morceau de métal, ça ressemble presque à un monstre. C'est comme il y avait deux yeux. J'ai dit, non, donc c'est comme... Ça fait peur. Mais il me faisait penser un peu au singe de la planète des singes, le morceau de fusée. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et donc, la planète des singes, c'est aussi dans ton univers. Oui, c'est un film qui m'a inspiré, évidemment, que j'ai jeune. Oui, mais écoute, tout le monde qui a vu ce film-là se souvient très bien. On se demande qu'est-ce qui se passe, puis on arrive à la fin, puis on voit tout à coup une statue de la liberté, où on dit what's that? Et là, on comprend. Il est temps qu'on comprenne à la fin, mais que donc, il y avait cet univers qu'on a eu puis qu'on a perdu. C'est le sujet de ton film aussi. Exactement. Bon, écoute, ça sera tout. Merci. Tu es en compagnie de Julien Elie. Peut-être juste rappeler que le film, il va être à l'affiche à compter de vendredi à Montréal, puis au Québec, et puis on espère au Canada dans les prochaines semaines. Donc, regardez les horaires. Il va être en région aussi, pas juste à Montréal, mais à Montréal dans plusieurs cinémas. À compter vendredi d'ici. Et un jour, la Station Vue. Et donc, moi, écoutez, j'ai un de mes coups de cœur de l'année. J'ai eu quand même plusieurs films. C'était vite réglé, à la fois le travail de caméra, la bande sonore, mais le sujet aussi, et comme on dit, notre pauvre fragile univers qui nous le fait ressentir. Et moi,
les témoignages des gens que tu as attrapés dans le film sont super intéressants à écouter. Bon, ça suffit, Pierre Pajot. Alors donc, merci, Pierre. Merci. Toujours un plaisir d'être là.